Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Donc, vous avez à droite une possibilité de m'envoyer par chat si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir. N'hésitez pas à envoyer à droite de l'écran par chat vos messages. Bien. Alors, je voudrais juste faire un petit ajustement avant de commencer, si vous le permettez. Bien. Alors, nous sommes à 9 participants, c'est bien ça? Pour l'instant, nous sommes à 9 participants. Je voudrais un petit peu voir. 2 groupes de 4 personnes. Je vais juste ajuster. Alors, le groupe est composé pour l'instant de Gloria Bernice, Bocana, Malik Fofana, Mohamed Benbrik, Siman Amsid, Cédric, Silver Oudraouga, Ibrahim Ayouba Gissa, Mohamed Boujou, Mohamed Maïzi. Et voilà, on va commencer. Très bien. Alors, justement, aujourd'hui, excusez-moi, une fois que c'est fait, dernier ajustement, je vais mettre le mode plein écran, le temps que je réajuste juste cela. Pardon, et on commence. Bien. Alors, pour le chat, j'ajuste le chat pour que je puisse vous suivre. Bien. Alors, on commence. Donc, je partage avec vous mon écran tout de suite. Une fois que c'est fait. Donc, voilà. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer notre première séance en droit international économique. Premier abord, vous avez un intitulé, l'intitulé du cours, c'est le droit international. Donc là, on est complètement connecté sur du droit international. Et bien sûr, la matière sur laquelle nous allons opérer, c'est la matière économique. Donc en introduction, nous allons d'abord préciser pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un droit international économique et non pas d'un droit de l'économie internationale. Qu'est-ce qui fait que le qualificatif international se pose avant la matière qui est économique, alors que dans d'autres branches du droit international, la matière vient avant le qualificatif international. Donc, pourquoi DIE, droit international économique, et non pas DEI, droit de l'économie internationale? Donc, pour comprendre cela, nous allons nous arrêter un petit peu sur l'historicité de la matière. Il faut savoir que
une activité avec la mondialisation, avec l'ouverture de la société monde, toutes les activités en interne ont des prolongements en international. Donc la question de l'activité économique, est-ce qu'elle est interne ou internationale, ne se pose plus à partir du moment où l'activité économique, ça fait longtemps que c'est une activité qui s'est très tôt, assez longtemps, internationalisée. Donc en termes d'échanges, en termes d'investissement, en termes de etc. Donc l'activité économique, ce qui est sûr, c'est que c'est une activité qui s'est internationalisée depuis assez longtemps. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que certes, l'activité, on sait que l'activité économique, comme d'autres activités d'ailleurs, par exemple l'activité humanitaire, comme par exemple l'activité pénale, ce sont des activités qui normalement relèvent de l'ordre de la sphère interne des États. Mais elles relèvent également de la sphère interne. Elle a des prolongements plutôt, elle a des prolongements internationaux. Donc l'idée, c'est que à partir du moment où une activité s'opère une activité interne s'opère, elle a des prolongements internationaux, elle devient une activité internationale. Donc on ne parle plus que de l'économie interne, mais on parle également de l'économie internationale. C'est-à-dire que l'activité économique, ça veut dire que l'activité économique, elle s'est internationalisée, mais toute la question est de savoir est-ce que le droit, le contentieux, qui peut être provoqué par cette activité économique, est-ce que lui, ce contentieux, il a accompagné cette internationalisation de l'activité? C'est-à-dire s'il est certes avéré que l'activité économique est une activité qui s'internationalise, est-il sûr en même temps, à ce moment-là, que le droit contentieux relatif à cette activité économique, lui, s'est internationalisé? Est-ce qu'il a opéré de la même manière? Est-ce que l'internationalisation de l'activité économique a entraîné, de facto, elle a entraîné le mécanisme d'internationalisation de l'activité économique? Est-ce qu'il a provoqué également l'internationalisation de la sphère juridique accompagnant cette activité économique? Bien. Alors là, la réponse à cette question peut être, ça dépend d'une matière à une autre. Alors pour la matière économique, il est vrai que suite à l'internationalisation de l'activité économique, il y a eu un accompagnement juridique de cette internationalisation, c'est-à-dire que le droit, c'est les sources du droit. Le droit a créé, a opéré, donc il y a eu des sources du droit, c'est-à-dire au niveau normatif, le cadre normatif a alimenté cette internationalisation. Il a accompagné cette internationalisation de l'activité économique. Je m'explique. C'est-à-dire que cette activité économique, lorsqu'elle s'est internationalisée, elle a en même temps été accompagnée par des sources du droit, international. Elle va provoquer le développement, la production de différentes sources internationales, comme par exemple, elle va développer des traités internationaux économiques. Et les traités, vous savez, les conventions et les traités internationaux sont des sources du droit international. C'est ce que nous allons voir justement tout de suite. Alors, elle va aussi provoquer, elle va provoquer ou elle va être accompagnée par le développement, soit en amont, soit en aval, ça dépend du contexte. Elle va provoquer l'existence d'une coutume internationale ou bien de principes généraux de droit international, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite première mise au point sur la lecture de cette matière qui est le droit international économique. Je voudrais à ce niveau aussi m'arrêter un petit moment sur
un petit moment m'arrêter, excusez-moi, sur l'existence du droit international. Le droit international, excusez-moi une minute, je... Donc je reprends, excusez-moi. Donc je disais, nous allons parler du droit international. Pour parler du droit international économique, il est important de s'arrêter sur la matière qui est le droit international. Parce qu'on a vu que la matière économique, elle s'est certes internationalisée, mais en cas de litige, le contentieux, est-ce qu'il va être réglé par un droit international? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un droit international? Pour parler d'un droit international, une matière ne peut être régie par un droit international qu'à partir du moment où elle s'est suffisamment dotée de sources du droit international. Alors là, les sources du droit international, parmi les sources du droit international, vous avez, je vous renvoie directement à l'article 38 de la CIJ, de la Cour internationale de justice. C'est cet article-là qui prédétermine, cet article-là, pardon, c'est l'article 38 de la CIJ. J'ai quelqu'un qui m'envoie quelque chose. Donc, je n'ai pas de questions. Donc, l'article 38 de la CIJ l'article 38, je vais vous demander à M. Abba, si vous le permettez, Junior, Eugène. Je vous entends, Eugène. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro si vous n'avez pas de questions à poser? Merci. Donc, je disais que l'article 38 de la CIJ énumère les sources du droit international. Les sources du droit international, selon l'article 38 de la CIJ, sont les traités internationaux, quand je dis, pardon, excusez-moi, la CIJ, bien sûr, on parle de la Cour internationale de justice de l'ONU. Et l'ONU, je rappelle que c'est une organisation, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est une organisation internationale qui fait partie du système des Nations Unies, pour ne pas confondre le système des Nations Unies et l'ONU. L'ONU est une organisation des Nations Unies qui fait partie de tout un système qui s'appelle le système des Nations Unies. Donc, l'ONU est le produit de la Charte de San Francisco. Et donc, l'ONU, elle est composée de quelques organes principaux, de 6 organes principaux. Donc, il y a le Conseil de sécurité. L'ONU est composée d'un deuxième organe qui est l'Assemblée générale, le secrétariat général, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice. Nous, ce qui nous concerne maintenant, c'est la Cour internationale de justice. Et bien sûr, un conseil de tutelle qui, pour l'instant, est mis en vie. Donc, quand vous allez à cet organe, donc,
la Cour internationale de justice est une organisation internationale, c'est une Cour internationale de justice, mais comme toutes les organisations et comme tous les organes internationaux, elle est le produit d'un traité international, d'une convention, d'une charte constitutive. Donc, quand vous avez l'article 38 du traité de la CIJ qui a donné naissance à la CIJ, vous allez voir l'énumération des sources du droit international. Dans l'article 38 de la CIJ, il nous énumère les sources du droit international. Il nous explique que pour l'existence, les prérequis pour qu'existe un droit international, qu'est-ce qu'il faut pour construire un droit international, pour faire en sorte qu'une matière soit régie par un droit international. Donc, elle a besoin de prérequis. Ces prérequis, on les appelle tout simplement des sources. Il faut qu'elles soient alimentées, cette matière, alimentée par des sources qui vont constituer ce socle-là, qui s'appellera le droit international. Donc, DI. Là, on est dans la composante DI, droit international. Alors, si vous lisez l'article 38 de la CIJ, vous allez découvrir qu'en fait, les sources du droit international sont les sources du droit international, sont les traités, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un traité, on va le voir par la suite. Un traité, les traités, c'est un accord, un traité, c'est un accord international entre plusieurs sujets du droit international. On verra par la suite qu'est-ce que c'est qu'un sujet du droit international en vue de créer des droits et des obligations internationales, au niveau international. Donc, première source, vous avez les traités. Pour qu'une matière soit régie par un droit international, il faudrait que cette matière soit suffisamment alimentée par des traités internationaux, mais aussi par de la doctrine internationale. Deuxième source, la doctrine. Troisièmement, par les principes généraux de droit. Ça, on va le voir aussi. C'est une source du droit international. Pour qu'il existe un droit international, il faut qu'il existe des principes généraux de droit. De la doctrine internationale et de la jurisprudence internationale. L'article 38 de la CIJ nous énumère ce qu'on appelle les sources classiques du droit international. Il énumère les sources classiques du droit international. Ces sources classiques sont les traités, la coutume, doctrine, principes généraux de droit, jurisprudence internationale. Mais ça n'empêche que le droit international, petit à petit, notamment pour certaines matières, comme la matière économique, va se doter de sources modernes, contemporaines, qui n'existaient pas, qui n'étaient pas prévues par l'article 38. La CIJ, à l'époque, c'était en 1945, au moment de la création de l'ONU. Et donc, vu l'évolution de la société internationale, de nouvelles sources vont venir alimenter et on appellera ça le droit international. Et donc, ça s'appelle, dans les ouvrages, ça dépendra. Certains ouvrages parlent de sources modernes, d'autres contemporaines, sources nouvelles, etc. En comparaison avec les sources que je viens d'énumérer, l'article 38, qui sont souvent nommées, appelées sources classiques du droit international économique. D'accord ? Donc, voilà, pour parler d'un droit international, il faut que cette matière-là soit suffisamment gérée par des sources internationales. Déjà, il faut le premier prérequis, les premiers préalables, ce sont des sources classiques, coutumes, doctrines, jurisprudence, etc. Puis vous avez des sources modernes, contemporaines, que sont on va par la suite, les actes unilatéraux des États, on va voir les actes concertés, les actes concertés informels, les sources tiers ordre, les sources mixtes, etc. Tout ça, ce sont des sources modernes qui vont venir s'agréger aux sources classiques, qui sont énumérées, l'article 30 de la CIJ. Voilà, donc ça c'est une première, il est intéressant d'abord de saisir
à partir de quel moment on parle d'un droit international, pour par la suite pouvoir appréhender tous les prolongements de ce droit international et à partir de quel moment on pourra intégrer une matière, l'intégrer dans le droit international, dans le droit effectivement international. Donc voilà, la première, donc ça c'était un premier préalable. Deuxième préalable, c'est que on va se poser la question, qu'est-ce qui fait que par exemple la matière économique est intégrée et gérée, elle est organisée par un droit international, et comment se fait-il que d'autres matières qui ont des prolongements internationaux, d'autres matières internes, mais qui ont des prolongements internationaux, ne font pas partie, ne sont pas intégrées à un droit international. Là, je pense par exemple à la matière commerciale. La matière commerciale, l'activité commerciale, c'est une... vous convenez avec moi que l'activité commerciale, c'est une activité qui peut s'opérer autant au niveau de la société interne qu'au niveau de la société internationale, mais n'empêche que le contentieux afférent à cette activité qui s'est internationalisée, qui est l'activité commerciale, n'a pas du tout accompagné l'internationalisation de l'activité commerciale. En l'occurrence, on ne peut pas parler à ce moment-là d'un droit international du commerce pour l'instant. Hein. On n'est toujours pas à l'ère où on peut aisément, tranquillement parler d'un droit international du commerce. Pourquoi? Parce que tout simplement, en cas de litige, en cas de litige, le juge ou l'arbitre ou le négociateur ou ça dépendra, le régulateur, en fait, celui qui est chargé, la personne qui est chargée de régler le différend d'ordre commercial relatif à l'activité commerciale internationale, eh bien, ce régulateur-là peut renvoyer dans le cadre du contentieux, peut renvoyer très souvent le règlement de ce différend au droit interne. Le différend sera réglé par renvoi constant au corpus juridique interne. Donc c'est le droit interne qui va régler ce type de conflit d'ordre commercial, alors que la matière commerciale est largement internationalisée. D'ailleurs, depuis très très longtemps, elle s'est internationalisée. Mais n'empêche que cette internationalisation, aussi large soit-elle, aussi importante soit-elle, aussi ancienne soit-elle, n'a pas encore définitivement réussi à intégrer un contentieux international et donc un corpus juridique international. J'ai d'autres exemples en tête qui me viennent comme ça en flèche. Par exemple, la matière humanitaire. Si on prend l'exemple de la matière humanitaire, le droit international humanitaire, donc l'activité humanitaire qui s'est également internationalisée. Elle s'est internationalisée et l'internationalisation de l'activité, elle a aussi emporté avec elle l'internationalisation du cadre juridique, d'où l'existence d'un droit international humanitaire. Donc, pourquoi? Parce que la matière humanitaire qui s'est prolongée au niveau international, c'est largement et suffisamment doté d'un cadre normatif international, à partir du moment où il y a eu déjà un ensemble de conventions internationales qui gèrent la matière humanitaire. Il y a eu suffisamment de coutumes qui vont livrer des réponses au niveau du contentieux international humanitaire. Il y a eu de la doctrine aussi à ce niveau-là, de la doctrine internationale qui s'est développée à ce niveau-là. Il y a eu également de la jurisprudence internationale. Donc, si on recourt aux préceptes et aux prérequis de l'article 38 de la CIJ, que j'avais développé tout à l'heure, eh bien, effectivement, on peut vous imaginez avec moi que la matière humanitaire est suffisamment couverte et elle a suffisamment été accompagnée par un cadre, un corpus juridique international qui a réussi à
doter cette matière d'un cadre juridique international. Et donc, on parle désormais d'un droit international humanitaire. D'accord? C'est le cas aussi, par exemple, de la matière pénale. Jusqu'à une époque récente, jusqu'à quasiment 2002, on parlait d'un droit pénal international. À partir du moment où la matière pénale était sphère exclusive du droit interne et de la société interne. Mais avec le développement du traité de Rome, le statut de Rome de 2002 par exemple, avec le développement de tout le travail jurisprudentiel qui s'est fait dans les années 90 avec les TPI, les Y, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, tout le travail qui s'est fait pour dans le cadre de la jurisprudence qui a opéré au niveau des tribunaux internationaux pour le Rwanda, etc. Donc toute cette archive jurisprudentielle a permis en fait de doter cette matière d'une jurisprudence suffisante pour considérer qu'on est devant l'existence d'un droit international pénal. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer comment se fait-il que dans certaines matières, on peut parler de l'existence d'un droit international et à ce moment-là, le I, le qualificatif I d'international, se positionne avant le E, qui est l'activité. Donc, DIE, on est devant un droit international économique à partir du moment où il y a eu un accompagnement en termes, le cadre normatif accompagné, le prolongement international de cette activité-là. Et par contre, dans d'autres matières, ce n'est toujours pas le cas, ou c'est le cas, mais assez timidement. C'est pour ça que dans certains ouvrages, par exemple, en matière commerciale, vous avez certains auteurs qui vont faire, quand ils vont parler du droit international du commerce, ils vont toujours le mettre entre guillemets, partant du principe qu'on n'est pas vraiment, pour l'instant encore, inauguré un réel droit international du commerce complètement autonome, complètement suffisamment défini. Mais plutôt, la majorité des auteurs parleront plutôt d'un droit du commerce international. D'accord? Bien. À ce niveau-là, pardon, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser des questions, m'interpeller quand c'est le cas. D'accord, sinon on continue. Je vais voir un peu sur le chat. Alors là, on m'explique que j'ai des problèmes de partage parce que la connexion n'est pas optimale. Voilà. Donc, je continue quand même à partager mon écran avec vous. J'espère que ça va continuer à bien fonctionner. Bien. Alors, on continue. Donc, je disais, la matière économique, c'est une matière qui n'est toujours pas dotée, elle est plutôt, la matière économique, c'est une matière qui est dotée d'un droit international, d'une matière juridique internationale. Par contre, le commerce n'est toujours pas doté d'un prolongement juridique international. Bien. Maintenant, le droit international économique, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant on a compris, si vous n'avez pas de questions, on a compris qu'est-ce que c'est qu'un droit international économique. Donc c'est en gros, hein, déjà on décortique, on a décomposé les différentes composantes des mots qui existent en droit international économique. Après, on va définir beaucoup plus en détail quels sont les objectifs de cette matière-là. Mais avant ça, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur l'historicité de la matière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit international économique, il va évoluer en fonction des doctrines dominantes. Ça dépendra, mais aussi, il va aussi évoluer en fonction des conceptions que les États ont
ils ont eu et de leur rôle en la matière. Déjà, il faut savoir que dès le 19e siècle, tout le 19e siècle, il a été dominé par les idées libérales d'Adam Smith, de Ricardo, de John Stuart Mill. Et pendant tout ce siècle-là, ces auteurs-là, Jean-Baptiste Say, Adam Smith, Ricardo, ils vont plaider, ils vont glorifier le libre-échange. Donc, le mot d'ordre général au 19e siècle, c'est le libre-échange. Donc, il va y avoir, ils vont beaucoup défendre la cause du libre-échange. Alors, pour quelle raison il va y avoir la glorification du libre-échange au 19e siècle, et justement en Occident, en Europe précisément, parce que tout simplement, au 19e siècle, il y a un événement historique que vous connaissez déjà, c'est la révolution industrielle qui commence déjà en Angleterre, mais qui va très vite exporter au reste de l'Europe. Donc il y a une grande révolution qui s'opère en Europe, qui est la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, elle s'opère sur le champ économique, mais elle va emporter toute une révolution sur le champ, au niveau des stratifications sociales, au niveau politique, au niveau social, au niveau de l'organisation même, des structures et du régime politique en place, et de tout un système politique qui devait naître et accompagner cette révolution-là. Par exemple, avec la Révolution, certains auteurs vont considérer que les strates sociales vont se décomposer de 3 classes. On va se retrouver avec des strates composées d'une classe bourgeoise et d'une classe... Excusez-moi, je vais voir si quelqu'un pose une question. Je crois que j'ai quelque chose sur le chat. Une seconde. Je vérifie juste sur le chat. Non, toujours pas. Alors, vous entendez quelque chose? Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que vous entendez? Vous avez un problème d'écoute? Oui? Alors, Cédric Silver, tu as un problème d'écoute, je crois. Tu as un problème avec le son. Si c'est bon, tu me fais signe, tu me fais oui sur le chat. Bien. Voilà, donc je disais, je reviens, je partage avec vous la page, je retourne à la page écran que je suis en train de partager avec vous tout de suite. Pardon. Alors, je disais que le droit international, il va évoluer en fonction des étapes. Nous sommes au 19e siècle, nous sommes en pleine révolution industrielle. Donc l'Europe s'industrialise. Il y a des changements brutaux au niveau des strates sociales, la stratification sociale, au niveau de l'organisation économique, les structures sociales aussi sont bouleversées. Et donc, toute une économie à ce moment-là doit être repensée pour être mise à la disposition de cette révolution-là, qui est la révolution industrielle. Alors, à ce niveau-là, les États, il y a eu les grands auteurs comme Mills, Smith, etc., qui vont développer des thèses libérales, mais en même temps, ces thèses libérales vont accompagner une vraie organisation politique et économique des États. On est dans une phase, avec ce 19e siècle, on est dans une phase où l'État renouvelle son rôle. Les États, il va y avoir un phénomène de dépolitisation de la sphère économique. À partir du moment où les États vont redéfinir leur rôle en la matière, d'un État intervenant
qui intervenait un peu dans toutes les types, dans les régulations et dans la vie économique, l'État va de plus en plus, il va y avoir un phénomène de déhiérarchisation de la vie économique, un phénomène de déétatisation, le préfixe dé, c'est le contraire, déétatisation de la vie économique. Donc, notamment par le refus des États d'intervenir dans la conduite des relations économiques et internes, mais aussi internationales. Les États vont se contenter à cette époque-là, à cette période-là, pendant tout le cours du XIXe siècle, les États vont se contenter d'assurer le respect du contrôle des règles du jeu économique. Bien. Cependant, ça n'empêche que, alors ça c'est vraiment au XIXe siècle, tout de suite après la Révolution, c'est l'apparition des idées de ces auteurs d'Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill, Baptiste Say. Nous sommes dans un âge de glorification du libéralisme économique. Et donc, c'est le succès fulgurant de la thèse, l'approche libérale. Ça n'empêche que les États ne vont pas être complètement et totalement libérés de leurs réflexes interventionnistes et protectionnistes à partir du moment où certains États vont garder certains réflexes protectionnistes. Alors, que veut dire justement le protectionnisme? Donc, avant de s'arrêter sur la définition du protectionnisme, enfin une petite précision sur le protectionnisme, on voudrait un petit peu préciser que cette glorification du libéralisme va durer pendant tout le XIXe siècle et va réguler les relations économiques internationales jusqu'à quasiment les deux guerres mondiales, qui vont complètement déstructurer le système économique qui s'est installé et vont bouleverser justement en termes politiques, en termes militaires, en termes économiques, et transformer tout le cadre des relations économiques internationales qui s'était construit pendant tout le XIXe siècle. Donc il va y avoir l'écroulement, l'effondrement de cet ordre économique international. Et cette guerre, ces deux guerres mondiales vont non seulement entraîner l'écroulement de cet ordre économique, mais en même temps, elles vont participer à la redéfinition elles vont participer à revisiter donc les idées ultra-libérales et puis revenir un petit peu sur la cause du libre-échange, revenir un petit peu sur la défense absolue de la cause du libre-échange. Donc là, à ce niveau, donc pendant les guerres, pendant les premières et deuxième guerres mondiales, il y a eu un fort retour sur la scène économique de l'État. L'État va se réinvestir et va réintervenir sur la scène économique. Voilà, donc il va y avoir un retour de l'État sur la scène économique, retour en force de l'État sur la scène économique. Donc je continue par rapport à la question de votre camarade. Donc je suis à ce niveau, je suis dans les bouleversements qui sont opérés dans l'après-guerre mondiale. Justement, maintenant, à partir de ce niveau-là, le monde va intégrer, donc va se libérer un petit peu des idées de Smith, de Ricardo, de la cause, et puis il va y avoir le début du déclin des grandes causes du libre-échange, pour intégrer, se réapproprier, en fait, les États vont se réapproprier leur rôle. Le rôle intérieur qui est le rôle interventionniste, le protectionnisme. Qu'est-ce que le protectionnisme?
Le protectionnisme, justement, c'est cette politique économique interventionniste qui va être menée par un État dans le but de protéger son économie contre la concurrence des autres États. Nous sommes dans un contexte monde d'après-guerre où les États vont prioriser et protéger leur économie nationale et se fermer et établir des barrières tarifaires, des barrières non tarifaires pour affronter la concurrence des autres États. Donc le mot d'ordre à cette époque, c'est plutôt de se protéger contre la concurrence des autres États. Et pour se protéger, on n'est plus dans une ère de libre-échange, au contraire, on va intégrer une nouvelle ère qui est l'ère du protectionnisme. Donc l'État fait un retour en force sur la scène économique, tant nationale qu'internationale. Et ce retour en force, il est largement encouragé par la doctrine dominante, notamment de Keynes. Je vais un petit peu m'arrêter, voir un peu les chats, parce que j'ai des chats qui tombent tout de suite. Alors, d'accord. Bien. Il faudra désactiver, pour m'entendre, il faudra désactiver vos micros. Hein. J'ai des chats ici. Essayez de désactiver vos micros pour pouvoir m'entendre. Cédric. Et Malik Fofana. D'accord. Donc, je reprends le cours. Pardon. Voilà. Donc, je continue. Donc, je disais, ce protectionnisme, il se traduit par des barrières, par des barrières douanières. Elle peut être tarifaire, tout ce qui est taxes, droits de douane, etc., mais aussi par des barrières non tarifaires, tout ce qui est normes contraignantes. Exemple de barrières non tarifaires, vous avez les subventions à l'exportation. Ça, ce sont des barrières qui ne sont pas tarifaires. Elles sont pas, c'est pas des prix qu'on paye à l'entrée, mais c'est des barrières qui sont non tarifaires, qui ne sont pas comptabilisées en droits de douane ou de taxation douanière. Par exemple, les subventions. Lorsqu'un État subventionne ses entreprises ou ses produits, c'est une façon de la protéger et pour qu'elle soit plus compétitive sur le marché international. Il y a aussi d'autres barrières non douanières, par exemple non tarifaires, excusez-moi, par exemple les préférences aux entreprises nationales et le refus de contrôle des entreprises nationales par des investisseurs étrangers. Voilà, donc ça c'est un réflexe qui va beaucoup se développer dans cette ère de politisation de la vie économique. Politisation de la vie économique. J'ai des chats, excusez-moi, je vais lire un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur les chats, si jamais il y a des questions, et je reprends le cours. Alors, oui. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si j'utilise un PC. Alors, Eugène, pourrais-tu... Alors, Eugène, si tu utilises un PC ou un smartphone. Bon, ça c'est... Je ne sais pas si vous êtes en train de communiquer entre vous, vous entraider pour pouvoir... je crois qu'il y a Eugène qui a toujours un problème de connexion. Elle se reconnecte, Eugène, normalement. Elle doit être à l'écoute. Voilà, donc je reprends le cours. Donc je disais que nous sommes à une époque, effectivement, post-Seconde Guerre mondiale, où il y a le retour vers les théories et les thèses protectionnistes. Maintenant, après, bien sûr, la restructuration et puis l'économie d'après-guerre et sa mise en place après l'embellie économique, effectivement, il va y avoir un retour vers les thèses du libéralisme. Il va y avoir un retour vers
thèse de la dépolitisation de la vie économique, qui, je rappelle, elle est issue de l'idéologie néolibérale. Donc, encore une fois, les États, post-guerre, post-restructuration, vont décider, que c'est le marché qui décide, théorie de la main invisible. Et donc, l'enrichissement, c'est une fin ultime, c'est une fin légitime. Et donc, c'est un argument pour autoriser effectivement la dépolitisation de la vie économique. D'où justement la déterritorialisation et la déhiérarchisation de la vie économique. D'accord? Donc là, à partir des... Il va y avoir un mouvement, encore le retour en force du libéralisme, jusqu'aux différents, encore une fois, chocs financiers que va vivre l'économie monde, l'économie internationale à partir des années 90, au firmament du développement de la mondialisation. La mondialisation, la mondialisation, en s'activant, la mondialisation va opérer dans le sens d'une économie internationale libérée des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires. D'où, à partir des années 90, avec la chute du mur de Berlin, la balance va pencher plutôt dans le sens du libéralisme. Et donc le monde va quasiment se convertir, même les économies ex-socialistes vont désormais se convertir et épouser les thèses libérales. D'accord ? Voilà, je vais faire une petite pause d'1 minute et je vous rejoins le temps que Jeanne me confirme et son camarade me confirme qu'ils ont le son. Madame, est-ce que vous pourrez revenir sur le deuxième préambule, s'il vous plaît? Sur le deuxième préalable, plutôt. Bien, alors on continue. On continue, je partage avec vous l'écran. Donc, je disais qu'à un certain moment, à partir des années 90, il va y avoir un retour en force, justement, avec, au gré de la mondialisation, vers le retour, savoir la balance penche plutôt dans le sens du libéralisme. Cependant, au firmament des différents chocs financiers que va vivre l'économie internationale, et donc notamment l'écroulement, les crashs, enfin les chocs financiers des années fin 90, surtout dans les années 2000, 2003, 2009, etc. La tendance le droit international économique va de plus en plus être travaillé par des contraires. Et
petit à petit, le libéralisme, la tendance va être en faveur d'un libéralisme économique, mais avec le maintien d'un fort interventionnisme étatique. Ce qui va faire que, certes, le mot d'ordre va être le libéralisme économique, mais avec un renforcement aigu en cas, notamment dans des situations post-choc financier, un renforcement de l'intervention de l'État. L'État est plus que jamais, va être plus que jamais présent, notamment dans des pauses et dans des ères post crise financière. Donc, je disais que la société économique internationale, donc le droit international économique, va être de plus en plus propulsé dans des contraires. Donc, il va y avoir du protectionnisme, mais son contraire, qui est le libéralisme, à partir du moment où le contraire du protectionnisme, c'est lorsque les États coopèrent à la création d'un marché unique et à l'harmonisation de la circulation des biens et des services. Donc le principe, c'est que le droit international économique va reposer sur l'abolition des frontières du commerce extérieur, bien sûr encouragé par la suppression des droits de douane et une concurrence sans barrières, sans frontières. Bien. Maintenant, une fois qu'on a compris tout cela, on va un petit peu, maintenant qu'on s'est arrêté sur l'historicité du droit international, je vais revenir sur la conception initiale d'un droit international. Alors, le droit international économique, on a dit qu'il y a une activité économique et elle est gérée par un droit international. En cas de contentieux, elle est gérée par un droit international. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le droit international? Alors là, nous avons plusieurs conceptions. Nous allons arrêter sur deux grandes conceptions. Bien sûr, il y a une conception large qui définit le droit international comme étant une conception plutôt large, qui considère que le droit international économique est un droit qui comprend l'ensemble des règles qui régissent les opérations économiques de toute nature. Donc, c'est un droit qui va, c'est un droit qui contient des règles qui régissent, qui organisent les opérations économiques, toutes les opérations économiques, toute nature, à partir du moment où ces opérations économiques se déroulent dans un cadre plus vaste que celui de l'ordre juridique d'un seul État. Donc, à partir du moment où le cadre sur lequel s'opèrent ces opérations économiques dépasse le cadre de l'ordre juridique d'un État, c'est le droit international économique qui intervient. Alors là, je vous donne des exemples. Par exemple, lorsqu'il y a une opération économique internationale entre des acteurs qui n'ont pas le même siège, qui n'ont pas le même siège, qui ont le siège dans des États différents. Alors, tout litige intervenant entre ces deux opérateurs-là va être de l'ordre du droit international économique à partir du moment où le litige a un prolongement qui dépasse les frontières étatiques d'un État. Il a un prolongement international. Après, vous avez toujours dans le même cadre une autre classification qui considère tout simplement que le droit international économique, il englobe, toujours dans le cadre de la conception large, il va englober un ensemble de situations juridiques que caractériserait leur hétérogénéité les unes par rapport aux autres. Donc, c'est un droit qui va couvrir des règles, certes, du système international, du système économique commercial international, bien sûr, qui vont
tracer le cadre général au respect duquel sont tenus les États et les opérateurs. Donc, c'est un droit qui intègre autant les règles du système international économique, mais aussi des règles qui relèvent de l'économie internationale, mais qui vont régir telle ou telle transaction particulière. Exemple de transaction particulière, une opération d'import et d'export, une vente internationale par exemple. Et donc, le droit international et sa conception va se diluer, va se fondre dans cette pluralité de réglementations. Une pluralité de réglementations, sauf que chaque réglementation, à elle seule, poursuit son propre objet, sans forcément être reliée, s'auto-relier entre elles. Donc, forcément, ça veut dire sans forcément disposer d'une finalité commune qui va relier ces réglementations-là. On peut être dans une opération d'investissement, une autre dans le cas de la vente, réglementation relative à une opération fiscale, etc. Et donc, elles ne sont pas forcément, ces réglementations-là ne sont pas forcément reliées entre elles par une commune quelconque finalité. Mais pourtant, elles intègrent le droit international. Ça, c'est une conception vraiment très, très large du droit international. D'accord? Je vais voir ici s'il y a des questions et je reprends. Alors, si vous avez des questions, vous les mettez sur le chat, sinon j'avance. Maintenant, deuxième définition qui est plutôt du droit international, c'est une définition plutôt restrictive. La définition restrictive, elle, par contre, elle renvoie à la description. Bien, on continue. Donc, je disais que la deuxième conception du droit, c'est une conception plutôt étroite du droit international économique. Cette conception, elle considère que le droit international économique, c'est un ensemble de règles, mais c'est un ensemble de règles qui régit l'organisation des relations internationales économiques. C'est-à-dire, c'est un ensemble de règles qui va régir les relations macroéconomiques et non pas des relations microéconomiques. Je vous donne un exemple. Par exemple, les règles qui vont régir le système international commercial, les relations macroéconomiques entre l'OMS et les États seraient considérées comme des règles, selon cette conception, seraient considérées comme, les règles entre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, et certains États ou certaines autres organisations internationales seraient des règles de droit international économique. Alors que, par exemple, les règles entre des opérateurs, des micro-opérateurs, des acteurs économiques internationaux, comme un importateur, un exportateur, etc., ne seraient pas, selon cette conception, ne seraient pas des règles, ne seraient pas des règles de droit international économique. D'accord? Voilà, donc là, on a fait un peu le tour des deux niveaux, des deux niveaux de
Pardon. Excusez-moi, question. Bien. Alors, j'ai quelqu'un qui me pose la question, comment faire pour intégrer le groupe? Normalement, tout le monde est intégré au groupe. Le groupe, vous êtes dans la salle principale, donc vous avez tous les groupes. Normalement, tous les groupes sont intégrés. Bien. Donc, je continue. J'ai 10 personnes présentes, donc il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui pose la question comment intégrer. Je ne sais pas c'est qui pose la question. Tout le monde. Hein. D'accord, ok. C'est bon. Alors, je continue. Pour les chats, je rejoins. Donc, je reviens au cours. Donc, je disais que la conception du droit international, vous avez deux grandes définitions, deux grandes conceptions. Maintenant, pour faire une synthèse, toutes ces règles-là, qui vont réguler la matière économique sont couramment dénommées droit international économique, bien que cette appellation, elle est trompeuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, les sources du droit international économique, comme je le disais tout à l'heure, sont au départ, ne sont pas exclusivement des sources de droit international. Certes, les sources de droit international, on va retrouver parmi les sources du droit international économique, on va retrouver des sources comme les conventions internationales. Mais on peut trouver aussi des sources qui ne sont pas des conventions, qui sont non conventionnelles. Et pourtant, elles jouent un rôle aussi prépondérant, aussi primordial dans la construction du droit international économique que les traités. Alors, je vous donne un exemple. Un exemple, par exemple, les accords, les traités, les conventions internationales. Les accords, les traités, ce sont des accords entre États, d'accord, sont des accords entre deux ou plusieurs États dans l'objectif de créer des droits et des obligations internationales. Bien. Ça, c'est une source conventionnelle. Le traité est une source conventionnelle. Mais ça n'empêche qu'il y a des actes, les États peuvent s'accorder entre eux les États peuvent s'accorder entre eux par des accords informels, par des accords informels, donc des accords non conventionnels. Par exemple, les actes concertés informels, ce qu'on appelle les Gentlemen's Agreements. Alors, les Gentlemen's Agreements, qui sont des sources du droit international économique, ne sont absolument pas des traités. Ce sont des accords entre États. Mais ils n'ont pas eu le temps ou elles n'ont pas eu la configuration, elles ne coulent pas dans un moule conventionnel. Elles n'ont pas eu la configuration d'un traité international. Et pourtant, ce sont des accords entre États qui ont pour objectif de créer des droits et des obligations. Sauf que ces accords-là ne sont pas écrits. Ce sont des accords qui ne coulent pas dans un moule procédural, qui rappelle le moule des conventions et des traités internationaux. Alors, l'idée que je suis en train de développer avec vous, c'est que les sources du droit international
peuvent être des sources conventionnelles, comme les traités et les coutumes, etc. Mais elles peuvent être aussi des sources non conventionnelles, donc comme les Gentlemen's Agreements, par exemple, les actes concertés informels. Alors ces sources-là, elles vont jouer un rôle aussi important dans la formation du droit international économique. Ça l'empêche. Donc c'est d'où la particularité de ce droit international économique. D'autre part, certes, on avait vu dans l'article 38 que pour l'existence d'un droit international, il faut des sources qui se construisent au niveau international. Or, là, la matière économique, le droit international économique est également, de façon assez importante, et également alimenté par des sources dont la part de participation revient aux droits nationaux dans l'organisation des relations économiques internationales. Par exemple, je vous donne un exemple, les actes unilatéraux des États. Alors, par exemple, un acte qui émane du pouvoir législatif d'un État, je ne sais pas moi, une loi, un code d'investissement, par exemple, qui va organiser les relations d'investissement, la réglementation des investissements au niveau national. Elles ont les codes d'investissement qui sont votés par le Parlement au niveau national, ce sont des lois, ce sont des textes juridiques, ce sont des sources du droit interne, mais aussi ce sont des sources qui vont devenir des sources du droit international économique à partir du moment où cette réglementation-là, ces codes d'investissement, ont une incidence évidente sur les mouvements des capitaux internationaux. Elles ont des prolongements évidents sur le mouvement des capitaux internationaux. Elles ont un impact et des prolongements très importants sur ces mouvements-là. Donc, soit les codes d'investissement vont être incitatifs, et donc elles vont inciter et avoir un impact incitatif sur ces mouvements de capitaux internationaux, donc vont les encourager, soit ces codes d'investissement vont être dissuasifs, et donc à ce moment-là, ils vont développer, ils vont dissuader ces mouvements de capitaux internationaux. Donc, l'influence des droits nationaux sur l'organisation des relations internationales économiques va nous pousser à nous interroger sur l'intérêt de la dénomination du droit international économique. D'accord? Donc, c'est juste pour attirer votre attention à ce niveau-là que la matière, le droit international économique est un droit qui est certes, qui est une compilation d'un ordre de sources donc, qui émane de l'ordre juridique international, mais aussi de sources qui émanent de l'ordre juridique interne. Je vous ai donné l'exemple maintenant des codes d'investissement. Ça peut être aussi des sources qui émaneraient, par exemple, des administrations étatiques, comme les administrations fiscales en interne, qui va avoir des prolongements, surtout sur la question des doubles impositions, etc., des incidences marquées sur la scène internationale. Bien, à ce niveau-là, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est que, en gros, le droit international économique, certes, à première vue, il s'intéresse beaucoup plus. Il paraît plutôt se focaliser sur les grandes organisations, sur les grands systèmes, sur les grands ensembles économiques. Mais n'empêche que il va également s'intéresser à des niveaux beaucoup moins macro, plutôt micro, comme par exemple les droits de la propriété intellectuelle. Il va s'intéresser à l'artiste,
au peintre, enfin l'artiste, l'auteur d'une œuvre littéraire, etc. Il va aussi s'intéresser, le droit international économique, indépendamment du fait qu'il est principalement dédié à organiser les grands ensembles économiques internationaux. Et il va également s'intéresser au comportement des grands investisseurs internationaux. Par exemple, là, je vous renvoie vers les accords, les MICS, MICS, et les TRIMS. Là aussi, le droit international économique, il s'intéresse, en plus de s'intéresser à un niveau macro, il s'intéresse aussi à des micro-niveaux, comme par exemple les accords, tout ce qui est General Agreement, pardon, les GATT, les différents GATT, les différents accords sur le commerce et les services. Alors là, par exemple, le GATT, c'est une branche du droit international économique. Donc, c'est une organisation, certes, mais aussi c'est un ensemble de réglementations qui vont alimenter le droit international économique, mais qui est beaucoup plus intéressé sur les prestations, qui va également plutôt s'intéresser, excusez-moi, autant pour moi, qui va également s'intéresser aux prestations de services. Donc, quand on est dans la configuration des prestations de services, on est sur une configuration on est sur une configuration micro et non pas macro. Donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit international économique, c'est un droit cadre. C'est une branche du droit qui va s'occuper de l'établissement des personnes, mais aussi de leurs opérations, autant d'investissements, les opérations commerciales. Il va aussi s'intéresser, appréhender les biens et les services. Il va appréhender aussi la question du financement de ces activités. Donc voilà, donc c'est un droit effectivement qui peut être envisagé dans sa globalité, dans son niveau macro, mais également dans son niveau, dans son micro, dans sa micro-composante. Maintenant, la mondialisation va accélérer ce qu'on appelle l'harmonisation et l'unification du régime juridique applicable aux deux aspects. Notamment tout ce qui est les aspects macro et les aspects micro. Par exemple, il va y avoir actuellement, grâce au nouveau droit international économique, l'harmonisation, la réunification du régime juridique des échanges, l'établissement, donc la réunification du régime juridique, je disais, autant pour moi, de l'échange, mais aussi l'établissement. Alors qu'avant, c'était deux régimes complètement différents. Les aspects centraux que sont l'établissement et l'échange étaient complètement bifurqués. Maintenant, ils sont harmonisés, réunifiés dans un seul régime et unique régime. C'est le cas, par exemple, en matière des services. C'est aussi le cas en matière de l'investissement. Et on va le voir quand on va travailler les différents types de règlements des différents relatifs à l'investissement sur la question, par exemple, des discriminations fondées sur la nationalité dans le cadre des mobilités des établissements, des firmes internationales, économiques internationales. Voilà. Donc, voilà en gros ce que je voulais développer à ce niveau-là. Bien. Alors maintenant, j'attends, nous avons encore 5 minutes. Si vous avez des questions à poser, des interventions, vous me les mettez sur le chat et je réponds oralement, bien sûr. Je partage avec vous la page du chat. Alors pour ceux qui n'ont pas assisté au cours, le cours est enregistré. Vous allez le retrouver sur la plateforme.
sur la plateforme, vous allez retrouver le cours. Je crois que j'ai une autre question. Pardon. D'accord. Donc, s'il y a des questions, je vous attends pour intervenir.